On va parler avec Sandrine Vialet, qui a sorti dernièrement Burnout, traité, réparé. Janvier est un bon mois pour parler de burn-out et prévenir la casse physique et mentale tout au long de l'année, voilà. Votre second ouvrage, après Risque humain dans l'entreprise, sorti en 2016, pour lequel nous avons discuté pour l'émission Lecture sur M Radio, et qui traite du suicide dans l'entreprise. Et là, le burn-out, repéré et traité, c'est une sorte de suite? Alors, est-ce que c'est une suite? Non, c'est plutôt un extrait. Je voulais, puisque je traite du burn-out aussi dans Risques humains dans l'entreprise, j'ai pris le parti d'ailleurs, par la suite, en 2017, de prendre des chapitres et de les traiter plus dans le mouvement, plus dans l'air du temps. Et j'ai sorti Burnout repéré traité parce qu'il y a eu tout un débat sur le burn-out, est-ce qu'il faut que ce soit une maladie professionnelle ou pas. Non, alors ça a été rejeté, moi je pense que c'est plutôt une bonne chose que ce soit rejeté. D'accord. Bon, voilà. Pourquoi? Bien parce que je trouve c'est confus. C'est par l'utilisation de ce qu'en font les gens, comme vous avez expliqué dans votre livre. C'est-à-dire que quand un mal-être intervient sur la scène du travail, je pense qu'il ne faut pas trop psychologiser, il ne faut pas trop extraire. Et l'identifier comme une maladie, ce serait l'extraire. Et ne pas prendre en compte ce qui se passe vraiment dans le milieu, dans la scène du travail. J'aurais trop peur que, voilà, c'est une maladie professionnelle, on se reconnaît comme victime et maladie professionnelle, et à côté de ça, rien n'est traité du côté du travail. Moi, j'ai un peu peur de ça. Vous le précisez bien aussi. Le mal, mais pas la source. Voilà, pas la source ou l'interaction entre le salarié et l'organisation du travail. Alors, je ne dis pas que ça vient forcément du travail, mais il faut en tout cas regarder les deux aspects, c'est-à-dire ce qui se passe du côté du travail, ce qui se passe du côté du salarié, et regarder toutes ces interactions. L'identifier en maladie professionnelle, on ne regarde plus cette interaction, plus vraiment. Quand je disais oui, pour moi c'est professionnel, le burn-out ne peut pas arriver dans un cadre personnel. Alors, il commence à y avoir. Alors, c'est une forme de stress poussé. Il faut divorcer. Oui. Aujourd'hui, je crois qu'il y a des psys qui commencent à s'intéresser au burn-out des enfants. Oui, c'est ça. J'ai vu ça, j'étais là, quoi voilà, familial. Je crois qu'il faut peut-être inventer d'autres mots. Vous considérez comme quoi? Comme maladie, pas du travail, mais une maladie tout court? Le burn-out, moi je crois que c'est un processus. C'est un processus qui peut ensuite déboucher sur une dépression, qui peut faire décompenser une structure psychique qui n'était pas très visible. Mais je crois qu'il faut le voir comme un processus. Parce que si on le voit comme un processus, on peut à un moment donné, c'est ce que je dis dans le livre, on peut l'arrêter à un moment ou un autre. Et ça, on n'est pas obligé de dérouler et d'aller jusqu'au pire. Une maladie aussi, on peut l'arrêter, non? Pas forcément. C'est pas une maladie chronique, non? C'est pas oui, c'est pas une maladie, c'est pas une maladie chronique. C'est à un moment donné, on peut se poser les bonnes questions, on peut la traiter. Enfin, on n'est pas dans une maladie incurable. D'accord. Et en disant maladie du travail, c'est ce que ça insinue, c'est ça? Oui, c'est ce que ça insinue. Moi, je trouve que c'est un autre aspect psychique, c'est-à-dire que le mettre en maladie professionnelle, ça fixerait aussi. C'est-à-dire le burn-out est une maladie, à un moment donné, c'est reconnu en maladie professionnelle, on est malade de ça. Je pense que ça a un effet pervers, alors que si on le traite juste comme un processus, bien c'est un moment. Comme une grippe, quoi. Mais voilà, c'est un moment. Quand on a un burn-out, on se met en arrêt maladie? Alors, oui, mais souvent pas tout de suite. C'est-à-dire que l'arrêt maladie vient à un moment donné dans le processus. C'est parce que moi je n'envisage pas le burn-out comme une photographie à un moment donné. Pour moi le burn-out commence
assez tôt, enfin, dans le livre, je mets toutes les phases où on peut se dire il y a quelque chose qui est en train de s'amorcer. Voilà, un certain nombre de symptômes qui fait que on est en train d'amorcer un processus qui va peut-être conduire à l'effondrement. C'est vrai. C'est sorti en septembre, donc Burnout repéré, traité, sorti 2016, un mini-livre de 30 pages qui s'y allait rapidement, une demi-matinée, même pas moins d'une heure. Voilà, c'est rapide, on peut se repérer, ça donne des conseils sur aussi ne pas regarder que du côté du symptôme de la personne, mais aussi de pouvoir parler à l'intérieur de l'entreprise, d'aller voir les ressources humaines, d'aller voir son manager, d'aller voir le médecin du travail, enfin tous les acteurs de prévention, pour se poser et dire voilà ce qui m'arrive, voilà ce que je ressens, voilà ce qui m'arrive, comment on fait. Voilà. Mais je trouve quand même que le livre de 30 pages, c'était ça un peu court, on rentre pas trop en profondeur. Oui, on rentre pas trop en profondeur. On sort de là, on voit tout ce qui est réel et qui sont des faits, etc., et qu'il y a des conseils, mais on se dit j'en voudrais un peu plus. Oui. Alors j'ai voulu le sortir très vite. D'accord. Je pense que je vais l'enrichir. D'ailleurs, depuis, j'ai sorti un article que le Huffington Post a publié qui s'appelle « Ce que le burn-out d'un salarié dit des dysfonctionnements de l'entreprise ». Parce que je pense que l'entreprise a tout intérêt à ne pas se voiler, à ne pas fuir devant un salarié qui vient dire aux ressources humaines là ça va pas, je pense que j'amorce un processus de burn-out. Je pense que les ressources humaines à ce moment-là pourraient dire bon, il y a la personne à traiter, mais regardons du côté du travail, parce qu'elle est peut-être en train de dire à travers ce symptôme qu'il y a un problème dans l'organisation, dans une transformation qu'on a voulu. Aujourd'hui, le travail se transforme beaucoup, très vite. On a voulu peut-être aller trop vite dans une transformation. Peut-être qu'il y a un problème de formation. Peut-être, voilà. Et donc, les RH pourraient se poser ces questions-là. Et je pense que c'est très important qu'elles puissent se poser ces questions et pas seulement se dire bon, bah, on envoie vers le médecin du travail, c'est une maladie professionnelle, on se débarrasse du problème. À mon avis, il y a quand même une minorité de gens donc, déclarés en burn-out qui, tôt dans le processus, se sont dit ah, tiens, là, je pense que je suis en train de faire un burn-out. Enfin, si les gens font en général, ils disent pas comme ça. Non, c'est qu'ils ne le voient pas, c'est qu'ils ne sont pas à l'écoute d'eux-mêmes aussi. Ouais, c'est exactement ça. C'est c'est pour ça qu'il y a une grande partie dans ce livre avec les différentes phases pour pouvoir se dire oh, là c'est trop tard. Il faut que... Non, parce qu'il y a des phases où on peut rattraper. Où on peut se dire... Tiens, c'est quand même curieux. Enfin, il y a un droit à la déconnexion aujourd'hui avec la nouvelle loi du travail, qui est en fait un droit de négociation avec les partenaires sociaux. Mais ça peut permettre aussi à un moment de se dire, bon, il est minuit, le mail je l'envoie, mais pourquoi je ne l'envoie pas que demain matin? Est-ce que j'ai besoin... Ou plutôt l'écrire, parce que l'envoyer c'est qu'on a déjà commencé à l'entamer. Mais est-ce qu'il faut que je travaille encore maintenant? Est-ce que ça ne peut pas attendre demain? Et quand on commence à se dire, ah ben non, il faut absolument que je le fasse, parce que sinon mon manager, sinon... Dès qu'il commence à y avoir un peu de peur, de culpabilité, de se dire, oh... réfléchissons. Vous écrivez, le sujet cherche à être à la hauteur, évite donc tout risque d'erreur, recherche la perfection, répond à toutes les demandes sans établir de priorité. La perfection, c'est une cause du burn-out? Alors ça peut l'être dans certains cas. C'est-à-dire que déjà dans risques humains, j'exposais le cas d'une femme qui voulait tout le temps zéro défaut. Elle voulait être parfaite dans son travail. Et donc à un moment donné, c'est une exigence qui peut dépasser les limites du corps. À un moment donné, il faut savoir lâcher, il faut savoir se dire ce ne sera pas parfait, mais au moins c'est dans les temps. Et puis le travail ne demande pas tant d'exigences. C'est clair. Ce que disait l'invité dans l'émission Business et Carrière la dernière fois qu'on avait enregistré cet été, et qui disait que l'exigence, on se la met. Oui. Exactement. Vous écrivez également, la palette de symptômes concernant le burn-out est en effet étendue et peut varier d'une personne à une autre.
Le burn-out, quand il est déterminé par soi-même, quand on ne sait pas bien ce que c'est, on ne peut pas dire, comme tu disais tout à l'heure, ah, j'ai du burn-out, as-tu des moyens d'être évité sans avoir une première expérience? Alors, je crois effectivement, la vertu de ces quelques pages, c'est de pouvoir le repérer très tôt dans le processus. C'est-à-dire, il y a par exemple un symptôme qui arrive très fréquemment à un moment, mais on est déjà bien engagé dans le processus, c'est les troubles du sommeil. Quand une personne a des difficultés à s'endormir parce que ça ne s'arrête jamais, la pensée du travail ne s'arrête jamais. Pas chez Olivier. Je tombe comme une masse. C'est quand même un des symptômes où là il faut commencer à se... Troubles alimentaires aussi. Alors les troubles alimentaires. Moi je vois des personnes qui sont dans un processus de burn-out qui m'arrivent toujours un peu tard, qui ont pu prendre 10 kilos en quelques mois ou au contraire maigrir. Moi je trouve que ça fait partie des éléments de diagnostic. Mais apparemment Olivier tout va bien. On le disait la dernière fois, les esprits forts sont moins entamés par le burn-out justement. Alors il me semble que ceux qui sont moins entamés sur le burn-out, c'est ceux qui... s'en fichent. Des gens foutistes. Ceux qui ne font pas trop d'efforts pour travailler, c'est-à-dire qu'ils sont à la bonne place. Ils sont à la bonne place. Et donc, naturellement, ils n'ont pas d'efforts psychiques à faire. Voilà, il n'y a pas d'effort. Mais aujourd'hui, dans les entreprises, il y a des mobilités, les métiers changent beaucoup. Donc, parfois, une personne va se retrouver dans un poste un peu inconfortable. Sans le savoir d'ailleurs, parce que le poste peut lui plaire, mais en même temps, ça va lui demander de mobiliser des ressources et qui fait que ça va le fatiguer. Mais moi je trouve que quand même quand on a vécu une première expérience de burn-out, moi je l'ai vécu, je savais pas du tout ce que c'était du burn-out, c'était en 2015, fin 2015, quelque chose comme ça, et ben quand on a repéré son burn-out et qu'on sait l'identifier, à partir du moment où, parce qu'après il est facile de retourner dans le chose qu'on le soigne et que c'est fini, non. Et qu'on a eu cette première expérience, on arrive tout de suite au bout d'un certain moment dans comme vous disiez, le processus, c'est un processus de dire oh là, attention, je retombe dans mes anciennes habitudes. Et j'arrive facilement. Après, c'est bien d'identifier ce qu'il ne faut plus faire. C'est ça, exact. On rentre dans le gouffre très rapidement, il suffit d'avoir un objectif ou de se mettre la pression, ou de dire voilà, il faut que je finisse ça à temps. Et en fait, on se rend compte que c'est même pas. On n'a pas besoin de se mettre autant de pression. Mais c'est vrai qu'il suffit d'un petit truc, d'éliminer des trucs personnels, comme on disait dans l'émission Lecture, de se dire voilà, moins de j'ai pas le temps pour le sport, je vais manger plus tard, et là, c'est terminé. Et généralement, effectivement, ceux qui font un burn-out, qui s'en sortent sans aller au processus grave, dépressif, généralement, ils arrivent à repérer si à un moment donné, ils se retrouvent dans une situation où le burn-out devient possible. Mais il faut changer, c'est des habitudes. Que faire en cas de burn-out en 2017 ? Parce qu'il y a plein de solutions aujourd'hui, on en parle dans les médias, les médecins aussi. Pour ceux qui ne sont pas entourés, comme et faire de la méditation, le yoga, tout ça entre de plus en plus dans les pratiques du quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Je crois qu'il faut très rapidement se poser les bonnes questions, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que je travaille autant, pourquoi je ne me déconnecte pas, pourquoi je réponds à des mails à 2h du matin, pourquoi je reste en veille, quel enjeu pour moi, quel enjeu pour mon travail, pour la société. Et quand on se pose ces questions-là, qui sont assez simples, finalement, on se rend compte que c'est pas la mort. Personne n'est irremplaçable. Qu'on va pas perdre son emploi pour autant. Et puis on se rend compte aussi, et ça c'est un phénomène qu'il faut vraiment mettre en avant. Je trouve qu'aujourd'hui on se parle de moins en moins. On communique beaucoup, mais on se parle de moins en moins. Aller voir son manager, aller voir sa RH, et de dire... ou les collègues aussi, non ? Ou les collègues, et de dire, là, ça ne fonctionne pas très bien, on pourrait faire autrement, je suis pas bien, et puis parler, vraiment parler, pour trouver d'autres solutions. Je pense que déjà c'est beaucoup. Quand on travaille seul, en étant indépendant ou en freelance, on est quand même plus amené, non, à être entraîné dans le burn-out, puisqu'il n'y a personne autour. Et en plus, quand on se met la pression tout seul, on rentre dans une espèce de bulle, quoi. Alors, peut-être... on parle peut-être un peu du burn-out des entrepreneurs, par exemple. Mais c'est ça. Parce que
parce qu'aujourd'hui, quand on est entrepreneur, il faut que ça marche vite. Surtout quand on fait des levées de fonds. Voilà, exactement. Donc là, il y a un vrai risque pour les entrepreneurs, et dont on ne parle pas assez, parce qu'ils ne sont pas reliés à du collectif. On parle que de la positivité d'être entrepreneur, de faire des levées de fonds, de machin. Alors que, il y a un vrai challenge. Il y a un vrai challenge de réussir, et puis quand on est entrepreneur, on n'a pas le salaire à la fin du mois. Est-ce que ne pas donner une meilleure image à la possibilité d'échouer est aussi un moyen de... Parce que c'est ça aussi l'aspect de la pression pour éviter le burn-out aussi. Oui, ça je crois. Mais je crois que l'échec... celui qui ne fait rien... échoue quand même. C'est pire que celui qui échoue, quoi. Mais je crois, aujourd'hui, la vie, c'est l'action. Il faut bouger, il faut être en mouvement. Alors, dès qu'on bouge, dès qu'on s'engage, dès qu'on travaille, on prend des risques, on prend le risque d'échouer. Mais c'est pas très grave. C'est le mouvement qui est le plus important. Donc... je crois qu'effectivement, les entreprises, les managers, les médias doivent porter un autre regard. Moi, je crois qu'on n'est pas assez axé sur l'interrogation des processus. On est axé très résultat. Et ça, il faut... Moi, ce que j'aime bien, c'est que sur des plateformes telles que Medium ou même LinkedIn qui permet d'écrire des articles, je trouve ça bien parce qu'on voit de plus en plus d'entrepreneurs qui avouent leur échec, mais qui avouent aussi ce qu'ils ont appris à travers l'échec. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est que aujourd'hui, les gens réalisent que ok, c'est un échec, ils ont appris des trucs, ils partagent avec nous, mais ils n'auront pas peur pour autant de recommencer. On a eu notamment une start-up qui était de livraison belge, qui avait échoué parce qu'elle a eu un succès énorme, beaucoup de levées de fonds également justement, mais en moins d'1 an ou 2 ans avait échoué, et qui ont été élus la meilleure entreprise de l'année en 2016. Des choses comme ça. La notion d'échec, en tant que psychanalyste, pour moi le mot échec est un mot qui est un peu à part. Enfin, je me dis, si on échoue, c'est que peut-être qu'on a été ambivalent, peut-être qu'on ne voulait pas vraiment, peut-être qu'on n'a pas pris assez en compte les autres, le marché. L'échec, si l'échec arrive, c'est qu'il faut se dire qu'on n'était pas tout à fait au bon endroit, on n'était pas tout à fait dans ce qu'il fallait faire, donc il faut se reposer les bonnes questions et se remettre sur le chemin. Et donner peut-être une vraie définition à l'échec dans un milieu professionnel aussi, forcément. Selon une étude neuroscientifique, le sport serait un moyen de gagner sur la force d'esprit, le mental, le moral, et de lutter contre le stress, forcément. Et sur le burn-out aussi ? Alors, je crois, oui. Ouais, je crois. Parce qu'un des signes de diagnostic du burn-out, c'est que la personne qui a amorcé le processus va enlever notamment ses activités sportives. Et ça va jouer effectivement sur sa résistance. De toute façon, le sport apporte de la résistance. Mais du coup, c'est un cercle vicieux, parce que qui dit résistance dit énergie, et forcément, il dit encore un petit 2 heures de travail. Oui, mais... oui et non. Je dis ça en ayant vécu. Moi, je sais qu'une semaine sans sport, je suis pas bien. Ouais, exact. Ça, c'est une question d'habitude. C'est peut-être l'inverse, c'est peut-être l'addict au sport. Oui, mais si tu restes 1 mois sans sport, tu verrais que tu vas oublier le sport aussi. C'est une question d'habitude. Non, ça, c'est pas possible. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience d'un burn-out ? On commence par Olivier. Non. T'es sûr, jamais, aucun, rien ? Non. Alors, tout à l'heure, on parlait de travailler le soir tard. C'est vrai qu'il m'arrive d'ouvrir l'ordinateur chez moi dans le canapé. À quelle heure ? En regardant un film, le soir. 20h, simplement, 21h ? Oui, voilà, jusqu'à 22h30, 23h. Simplement parce que c'est calme, il n'y a pas d'appel, il n'y a personne pour venir m'embêter. Et là, il faut aller tôt au boulot. Non, ça, c'est pas possible non plus. Mais à contrario, je peux très bien, si je suis fatigué, à 16h, je fais ciao tout le monde, je rentre chez moi. Ça, c'est l'idéal. Ou il est 18h et je fais non, j'ai envie de faire du sport, salut tout le monde, je rentre chez moi, je fais ça, c'est la possibilité, même par rapport à ton poste aussi, vu que t'es direct. Oui, mais après, je pense que c'est une question de bonne entente et de bonne compréhension avec sa hiérarchie. Pousser les gens, les essorer, au bout d'un moment, ça donne plus de jus. Alors que là, au contraire, même si je pars 1 heure, 2 heures plus tôt, il sait que, mon supérieur, le directeur général,
général, c'est que quand je reviens le lendemain, je suis efficace. Je suis efficace. C'est clair. C'est travailler en bonne intelligence. Mais je crois que le problème aussi du travail, c'est que la mesure, c'est le temps. C'est ça. Et ça va évoluer. C'est un vrai challenge. C'est obligé. Enfin, ça va évoluer. Vrai, hein. Moi, je me retrouve, je me lève assez tôt, je me mets dans l'ordinateur 7h, 7h30, enfin un peu plus tôt. Et déjà 15h, j'ai pas mangé, je suis là, mince, je vois rien, on voit rien passer en fait, ça passe tellement vite. Et c'est là que le burn-out est arrivé, dangereux. Sandrine, l'expérience du burn-out, même si vous écrivez dessus? Non. Non, c'est pas possible. C'est vrai, même avant. Un docteur peut être malade. Mais bien entendu. Oui, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Même quand j'ai des missions, par exemple là, novembre, décembre dernier, j'ai eu une mission en entreprise complexe, difficile, un gros service. J'avais des journées monstrueuses où j'étais encore au téléphone avec les ressources humaines à 23h ou avec des rapports intermédiaires. C'est eux qui ont fait le burn-out. C'est ça. Non. mais non, parce que alors je pense que c'est le fait d'être psychanalyste, d'avoir fait une analyse qui fait que je ne fais pas d'efforts. Je ne fais pas d'efforts quand je travaille. C'est bien que je ne suis pas fatiguée. Et comment vous avez fait pour sortir de cette situation en novembre-décembre alors? Ah on a trouvé des solutions. Oui, on a trouvé des solutions. Arrête de m'appeler à 23h. Non, là on était vraiment sur des situations compliquées. Donc maintenant on a travaillé tous ensemble, le médecin du travail, ça a duré qu'un temps. Les ressources humaines, la ligne hiérarchique, on a trouvé des solutions. Et comment vous faites pour digérer tout ce burn-out que vous prenez des autres? Parce qu'un psychologue doit digérer tout ça. Moi je prends pas en fait. Je prends pas. Voilà, c'est ça. J'écoute, mais je garde une certaine distance. D'ailleurs, ce que je dis dans le livre, c'est que l'empathie peut être un piège. C'est ça. Par exemple, pour les soignants, pour toutes ces personnes qui travaillent dans la relation à l'autre, être trop empathique, il y a un vrai risque.